Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Benoît Risque, radiologue au sein du groupe 3R. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième webinaire du cycle de formation online que nous dédions à l'intelligence artificielle en imagerie médicale. À quels indicateurs se fier lorsque l'on souhaite se procurer un outil d'intelligence artificielle pour nous aider dans notre pratique de radiologue, qui est peut-être très différente de celle d'un autre radiologue? Cette problématique fait désormais partie de la vie concrète des services et des centres de radiologie. Nous évoquerons ainsi aujourd'hui ensemble les moyens d'évaluer les performances cliniques des logiciels de radiologie diagnostique basés sur l'intelligence artificielle, avec une présentation du docteur Amin Korchi. Le but étant de vous accompagner dans la prise en main des applications d'IA qui nous semblent inéluctables en radiologie. Vous aurez la possibilité d'utiliser la fonction converser présente dans Zoom pour poser directement vos questions pendant la présentation. Nous essayerons d'y répondre dans la session questions-réponses qui la suivra. Après le cours, remplir le questionnaire d'évaluation de la formation que vous recevrez par courriel vous permettra de recevoir un certificat de participation sur votre boîte mail, octroyant un point de formation continue par la Société suisse de radiologie et l'Association suisse des techniciens en radiologie médicale. Le docteur Amin Korchi est radiologue et neuroradiologue, médecin-chef du Centre d'imagerie d'Aunay. Il est diplômé du College of Management of Technology de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et est également Chief Medical Officer de Cerebriu, une compagnie qui vise à améliorer l'efficacité du workflow des IRM cérébrales. Amin, la parole est à toi. Je remercie toutes les participantes et les participants de couper vos micros. Nous nous retrouverons pour la séance de questions-réponses juste après. Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de l'évaluation des performances cliniques des outils d'intelligence artificielle en imagerie médicale. Ce sujet est de plus en plus important, notamment en raison de l'augmentation du nombre de logiciels approuvés et basés sur l'intelligence artificielle en radiologie diagnostique, mais également en raison de l'augmentation très importante du nombre de publications qui rapportent des résultats pour ce type de logiciel. Avant qu'un institut radiologique médical ou un hôpital achète et implémente un logiciel d'intelligence artificielle, il faut s'assurer que les performances affichées par le constructeur ou publiées dans des publications reflèteront les performances en milieu réel lorsqu'il sera implémenté dans la pratique clinique. Le piège à ne pas éviter est la surestimation des performances d'un logiciel et également la surestimation de son utilité clinique. Est-ce réellement utile? Est-ce que cela apporte un plus dans notre pratique quotidienne? Il est également important de pouvoir appréhender et comprendre les mesures et les courbes les plus communément utilisées lorsque l'on évalue les performances d'un outil diagnostique, d'un test diagnostique, et dans ce cas-là d'un test diagnostique basé sur l'intelligence artificielle. Tout d'abord, mettons les définitions au clair. De quoi parle-t-on lorsque l'on utilise le terme validation? Eh bien, en médecine, le terme validation veut dire l'évaluation des performances finales d'un test diagnostique. Alors que dans le domaine de l'intelligence artificielle, du machine learning, le terme validation fait allusion au fine-tuning, à l'amélioration des performances d'un algorithme pendant son développement. Et donc ce ne sont pas l'évaluation des performances finales. Dans cette présentation, nous allons utiliser la validation dans sa signification médicale, c'est-à-dire l'évaluation des performances finales d'un logiciel de diagnostic médical. Le cas le plus fréquent aujourd'hui en intelligence artificielle en imagerie médicale, c'est un cas de classification binaire. C'est-à-dire que dans notre base de données, nous avons des patients qui sont sains et des patients qui sont malades. Nous avons deux types de labels et notre test va nous donner un résultat soit positif lorsque le patient est considéré comme malade ou lorsque le nodule est considéré comme pathologique, cancéreux, ou
un test négatif quand le patient est considéré comme normal ou que le nodule, par exemple au niveau du foie, est considéré comme bénin. Donc une classification binaire sous-entend qu'il y a deux labels, deux identifications dans les bases de données qui vont servir à créer ces algorithmes, à les tester également, à les valider, mais également le nombre de résultats que va donner un test diagnostique. En général, lorsque l'on parle de positivité, on pense à un sujet atteint d'une maladie, et lorsque l'on parle de négativité, c'est plutôt le contraire, donc c'est un sujet sain. L'intelligence artificielle ne réfléchit pas en diagnostic, elle réfléchit en probabilité. Aujourd'hui, quand on utilise un logiciel d'intelligence artificielle, il nous donne un résultat. Il va nous dire par exemple qu'un sujet est malade ou qu'un sujet est sain. Mais l'output principal d'un logiciel d'intelligence artificielle est une probabilité. Il va dans un premier temps conclure que ce sujet a 79,8% de chances d'être malade ou 23,7% de chances d'être malade, et en fonction de cette probabilité et d'un seuil, que l'on appelle en anglais un threshold ou un cutoff, qui est interne à l'algorithme, c'est par rapport à ce seuil que cette valeur continue va être convertie en un résultat de test binaire, soit un patient est malade ou alors il est sain. Dans ce cas de figure, le seuil est fixé à 75%, donc toute probabilité de 75% ou supérieure à 75% d'être malade aboutira à un test positif, c'est-à-dire que le test indiquera que le patient est malade, et toute probabilité inférieure indiquera que le test est négatif ou que le patient est sain. Donc l'algorithme ou le software, le logiciel pense en probabilité, mais en réalité la probabilité dans la pratique clinique ne nous est pas utile parce qu'un patient est soit malade, soit sain. Un patient n'est pas atteint d'une tumeur à 75% de chance. Un patient est atteint d'une tumeur soit à 0% s'il est sain, soit à 100% s'il est atteint. Donc il est important de faire cette conversion, et cette conversion est faite par la mise en place d'un seuil qui est déterminé par les personnes qui vont développer ce logiciel, et ce seuil peut varier, et en variant ce seuil, on va faire varier les performances du logiciel. Si le seuil est très bas, eh bien, le logiciel va classer des patients en tant que malades en plus grand nombre. Et donc, il aura une plus grande sensibilité. On va voir dans les prochaines slides les définitions exactes de ces termes. Et quand le seuil est haut, eh bien, il va être beaucoup plus sélectif avant de classer un patient en tant que malade, et il aura une plus grande spécificité. Donc, le seuil interne du logiciel va nous donner des performances différentes. Comment sélectionner le seuil optimal? Parce que finalement, nous, en tant que médecins, en tant que professionnels de la santé, on va utiliser un logiciel. Dans la majeure partie des cas, on n'aura pas la possibilité de changer le seuil. Je dis bien dans la majeure partie des cas. Donc il va falloir que le constructeur choisisse un seuil optimal. Ce choix dépend de plusieurs facteurs. Il dépend de la prévalence de la maladie, c'est-à-dire la fréquence de la maladie dans une population à un temps donné. Il dépend également de l'utilisation et du scénario clinique dans lequel on va utiliser ce logiciel. Il dépend des mesures de sensibilité et de spécificité que l'on veut avoir dans ce contexte. Et il dépend également du coût et des conséquences des mauvaises décisions faites par le logiciel. Donc le scénario typique où le seuil va être modifié est lorsque l'on se pose la question: est-ce que ce test est un test de dépistage ou un test de confirmation diagnostique? Quand on veut utiliser un test en vue de dépister une maladie dans une grande population à grande échelle, eh bien on va privilégier un test avec un seuil plutôt bas et une grande sensibilité. Le contraire est valable pour le test de confirmation diagnostique. Il est très important de garder en tête qu'il n'y a pas une mesure qui va refléter la performance d'un test en globalité. Vous avez
dû certainement voir dans les papiers de recherche, dans également les messages marketing des constructeurs, une pléthore de mesures, de termes tels que sensibilité, spécificité, précision, recall, valeur prédictive positive, négative, F1 score, etc., etc. Tous ces éléments nous informent sur un versant, un aspect de la performance du test. Et il n'y a pas une mesure qui est complète. C'est l'un des messages principaux de cette présentation. Revenons maintenant à notre use case de classification binaire. Donc, qui dit classification binaire dit que notre test va nous donner soit un résultat positif s'il pense que le patient est malade, ou un résultat négatif s'il pense que le patient est sain. Donc, si on applique le test à une personne malade, donc le personnage orange sur la présentation, ce test donc va soit être positif, et donc dans ce cas-là, à juste titre, un test positif chez une personne malade, c'est ce que l'on appelle un vrai positif, ou les initiales TP en anglais. Si le test est négatif, il est faussement négatif, car le patient est malade, et là, nous sommes dans un cas de faux négatif. De la même façon, si le test est appliqué à une personne saine et qu'il affiche un résultat négatif, donc à juste titre négatif, c'est donc un vrai négatif. Et si le test est positif, c'est un faux positif. Donc les vrais positifs, faux négatifs, etc. sont les valeurs de base qui nous permettent d'évaluer la performance d'un test. Un test, idéalement, doit avoir uniquement des vrais positifs et des vrais négatifs, dans un monde idéal, bien entendu. Ces mesures de vrais négatifs, faux positifs, etc. sont résumées et organisées dans ce que l'on appelle la matrice de confusion. Donc la matrice de confusion est la base de la majeure partie des mesures et des mesures agrégées pour évaluer les performances d'un test diagnostique. Donc c'est un tableau avec dans l'axe vertical le status réel des patients, s'ils sont malades ou s'ils sont sains, et dans l'axe horizontal, la prédiction du test, est-ce que le test donne un résultat positif ou négatif. À la croisée de ces deux éléments, eh bien, on obtient les vrais positifs lorsqu'un test est positif chez un patient malade, les vrais négatifs TN lorsque le test est négatif chez un patient sain, et les fausses prédictions qui sont donc un faux négatif quand le test est négatif chez un patient sain, et c'est ce que l'on appelle l'erreur de type 2. Donc, pour illustrer les conséquences d'un faux négatif, imaginez un patient qui est malade, qui va faire son test dans un laboratoire ou un centre d'imagerie médicale, on lui dit qu'il est sain, qu'il n'a rien du tout, il rentre chez lui, donc il ne bénéficiera pas d'un traitement, sa maladie va évoluer et il va peut-être contaminer d'autres personnes. Quand le test est positif chez un patient sain, là on a un faux positif, c'est une erreur de type 1 et là la conséquence est également peut-être également très grave. Quand un test est positif chez un patient sain, cela veut dire qu'on va appliquer sur un patient sain un traitement qui parfois peut être très invasif avec des effets secondaires et des coûts importants. Imaginez appliquer une chimiothérapie, une chirurgie et une radiothérapie à un patient qui n'a pas de cancer. Les faux positifs constituent les erreurs de type 1. À partir de ces mesures, donc de ces chiffres, on peut calculer des mesures de performance de test et les mesures de base sont la sensibilité et la spécificité. La sensibilité est aussi appelée le recall en anglais et pour bien comprendre la sensibilité, il faut considérer uniquement les patients malades. Imaginez uniquement une salle avec tous les patients malades de votre population ou tous les patients malades de votre base de données. Et la sensibilité, c'est la proportion de tests positifs au sein de cette population de personnes malades. Donc ce sont les vrais positifs sur l'ensemble des patients malades, c'est-à-dire les vrais positifs et les faux négatifs. La sensibilité est un élément important, notamment pour les tests de dépistage, pour lesquels on aimerait obtenir une grande sensibilité pour capturer le plus grand nombre de gens malades.
La spécificité, par opposition ou par complémentarité plutôt à la sensibilité, pour comprendre la spécificité, il faut considérer l'ensemble de la population des patients sains. Imaginez une salle qui contient uniquement les personnes saines de votre population ou de votre base de données. Et la spécificité, c'est la proportion de ces personnes qui ont un test négatif. Donc c'est le rapport entre les vrais négatifs sur les vrais négatifs plus les faux positifs. Donc la spécificité est également une des mesures les plus importantes et les mesures de base d'évaluation des performances cliniques. En plus de la sensibilité et de la spécificité, il y a également d'autres mesures qui sont importantes et très utilisées. Ce sont la valeur prédictive positive, que l'on appelle aussi la précision. Alors, en général, la précision fait allusion à la valeur prédictive positive. Dans certains papiers, dans certains également documents de marketing, la précision peut également faire allusion à la valeur prédictive négative, mais c'est une précision avec la mention négative. Mais pour notre présentation et en général, la précision fait allusion à la valeur prédictive positive. Alors pour comprendre la valeur prédictive positive, il faut ici considérer la population des patients qui ont un test positif. Donc ne pas se focaliser sur le statut réel du patient, mais plutôt sur les patients qui ont eu un test positif. Et la valeur prédictive positive ou précision correspond à la proportion des patients qui sont réellement malades, donc les vrais positifs, la proportion des vrais positifs sur l'ensemble des patients qui ont eu un test positif. De la même façon, la valeur prédictive négative, c'est la proportion des patients sains qui ont un test négatif sur l'ensemble des patients qui ont un test négatif. Les deux mesures les plus communément utilisées aujourd'hui pour évaluer les outils d'intelligence artificielle en radiologie sont la accuracy et le F1 score, qui sont des mesures qui agrègent plus de valeurs que la sensibilité, la spécificité, la précision et la valeur prédictive négative. La accuracy, en fait, est le taux de prédiction positive, donc c'est les vrais positifs plus les vrais négatifs sur l'ensemble des résultats. Et le F1 score, c'est une moyenne harmonique qui prend en considération la précision, c'est-à-dire la valeur prédictive positive, et le recall, la sensibilité. Et nous allons détailler les définitions, les forces et les faiblesses de ces éléments dans la suite de la présentation. Donc gardez en tête que la matrice de confusion, c'est la base de la construction des mesures pour l'évaluation de performance, et c'est grâce à ces chiffres qu'on va pouvoir évaluer si ce test répond à la question, répond à son but. Quelles sont les limites maintenant de la sensibilité et la spécificité? Donc la sensibilité et la spécificité sont très utilisées, ce sont des mesures de base pour l'évaluation d'un test diagnostique. Alors, pour comprendre les limitations, il faut revenir à la définition. Donc la sensibilité, comme on l'a dit, c'est une mesure qui concerne les gens atteints de maladies. Donc la sensibilité ne nous informe pas sur les patients sains. Et donc elle ne nous informe pas sur les vrais négatifs et les faux positifs. Quelle est la conséquence concrètement? Eh bien concrètement, si un test diagnostique va donner un résultat positif, c'est-à-dire indiquer une maladie chez tous les patients d'une population, eh bien ce test aura une très forte sensibilité au prix d'avoir de nombreux patients faussement positifs, c'est-à-dire une fausse indication qu'ils ont une maladie alors qu'ils sont sains. Donc l'utilité clinique de ce test sera très faible, ce test ne sera pas utile. De la même façon, la spécificité ne nous informe pas sur les patients atteints de la maladie. C'est-à-dire que la spécificité ne nous informe pas sur les vrais positifs et les faux négatifs. Et de la même façon, un test qui va classer l'ensemble des sujets d'une base de données d'une population comme négatif, comme normal, aura une forte spécificité, une haute spécificité, mais une très faible utilité clinique parce qu'il y aura beaucoup de faux négatifs. La sensibilité et la spécificité, ces deux éléments sont indépendants de la prévalence de la maladie. Ça, c'est un élément important à garder en tête par opposition à d'autres mesures. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer pour un test donné, même si la
prévalence de la maladie varie, même si la maladie est très fréquente ou rare. Et enfin, la sensibilité et la spécificité d'un même test donné sur une même base de données, sur une même population, eh bien, ce couple de valeurs va changer en fonction du seuil interne de l'algorithme qui permet justement de définir la positivité d'un test et que l'on a expliqué préalablement. Donc, un même test aura plusieurs couples de sensibilité et de spécificité en fonction de ce seuil interne. Et une façon d'appréhender, de palper la performance discriminative d'un test dans sa globalité, c'est-à-dire quel que soit le seuil choisi, eh bien ce sont les représentations graphiques telles que la ROC curve, donc ROC en anglais, Receiving Operating Characteristic Curve. Donc la ROC curve, c'est une courbe qui permet de comprendre, qui permet d'approcher la performance d'un test dans sa globalité, quel que soit le seuil choisi. Qu'est-ce que la ROC curve? Donc la ROC curve est créée sur un tableau, sur un graphique dont l'axe vertical représente la sensibilité, donc le recall, et l'axe horizontal représente 1 moins la spécificité, c'est-à-dire le taux de faux positif. Pour chaque seuil interne d'un même test diagnostique, nous avons un couple de sensibilité et de spécificité qui est représenté par un point dans le graphique que vous voyez sur cette slide, et c'est ce qu'on appelle des operating points. En faisant varier le seuil donc interne du logiciel, on obtient plusieurs operating points et en rejoignant ces points, on obtient la courbe ROC. La courbe ROC d'un test idéal, performant, va tendre vers la partie haute et gauche de ce graphique, comme vous le voyez ici. La diagonale, un test qui a une courbe ROC diagonale, est un test qui va donner un résultat qui n'est pas meilleur que le hasard. Donc c'est la valeur, si vous voulez, pratique inférieure de performance d'un test. Ça nous permet donc d'apprécier la performance d'un test indépendamment du seuil choisi. Ça nous permet d'avoir une visualisation au-delà d'un couple unique de sensibilité et de spécificité. Et ça nous permet également de faire des compromis entre la sensibilité et de la spécificité et faciliter la sélection d'un seuil. Une des façons pour appréhender, pour comprendre de façon numérique la performance du test que l'on extrait de la courbe ROC, c'est ce que l'on appelle l'aire sous la courbe ou le AUC, en anglais Area Under the Curve. L'aire sous la courbe, donc c'est comme son nom l'indique une surface, et bien l'aire sous la courbe c'est la moyenne des sensibilités d'un test donné pour l'ensemble des valeurs de la spécificité. Cette aire sous la courbe varie entre 0 et 1 et la valeur moyenne pratique, la diagonale, est de 0,5. Il faut savoir que l'aire sous la courbe, comme la sensibilité et la spécificité sont indépendants de la prévalence de la maladie et que l'aire sous la courbe est sensible à la class imbalance que l'on va détailler plus tard, c'est-à-dire que ce marqueur, cette mesure, l'aire sous la courbe, ne va pas refléter les modifications de performance d'un test lorsqu'il sera appliqué à des populations dans laquelle la répartition des gens malades et sains va varier. Nous détaillerons cela plus tard. Les courbes ROC permettent de comparer deux tests et donc de choisir un test pour une situation clinique donnée. Ici, nous avons deux tests diagnostiques, le test A et le test B, qui ont la même aire sous la courbe. Mais ils n'ont pas la même forme, comme vous le voyez. Donc, deux tests qui ont la même aire sous la courbe ont, théoriquement, par définition, une même performance diagnostique globale, mais ils n'ont pas nécessairement la même performance dans toutes les situations cliniques. Et l'on va voir pourquoi. Imaginons une situation
où on souhaiterait maximiser la sensibilité, où l'on souhaiterait capturer un maximum de patients malades. Et auquel cas, dans ce cas-là, on va accepter qu'il y ait des patients qui sont faussement positifs. On va accepter le fait que certains patients ne sont pas malades, mais ils seront classés comme positifs. Typiquement, ce sont donc les tests de dépistage qui vont donner suite, après un premier test de dépistage, à un test de confirmation. Donc, on se situe dans la partie droite de ce graphique. Donc la partie droite, c'est la partie où il y a le plus de faux positifs, mais c'est également la partie où on a la plus forte sensibilité. Et bien dans la partie droite de la courbe, on voit que la courbe B est plus haute que la courbe A, ce qui signifie que l'aire sous la courbe partielle, si l'on considère l'aire sous la courbe uniquement de la partie droite, eh bien l'aire sous la courbe de la courbe B, du test B, est supérieure et donc on va privilégier le test B. Par opposition, si l'on veut obtenir un très faible nombre de faux positifs, avec un compromis de diminuer la sensibilité, donc on se situe dans la partie gauche de la courbe, et bien dans la partie gauche de la courbe, le test A est plus performant que le test B. Donc gardez en tête qu'une aire sous la courbe identique de deux tests ne veut pas dire que ces deux tests sont de performance égale dans toutes les situations cliniques. Passons maintenant à la valeur prédictive positive ou la précision et la valeur prédictive négative. Quelles sont leurs limitations et leurs caractéristiques? Eh bien, la valeur prédictive positive ou précision, c'est la portion des tests positifs qui ont été correctement classifiés parmi tous les tests positifs. La valeur prédictive positive n'informe que sur les vrais positifs et les faux positifs. Elle n'informe que sur les patients qui ont eu un test positif. Et donc, imaginez un test qui va classifier seulement un cas d'une base de données ou seulement un patient d'une population comme anormal, comme malade, comme positif. Imaginez qu'il va classifier le patient qui a la forme la plus grave de la maladie comme positif et qu'il va rater l'ensemble des autres patients malades, il va les classer comme négatifs, même s'ils sont malades. Eh bien ce test qui visiblement n'est pas performant du tout aura une valeur prédictive positive de 100%. Au prix d'un grand nombre de faux négatifs. Donc encore, si l'on aborde un test uniquement sur la base de la valeur prédictive positive, nous serons trompés sur sa performance réelle. La valeur prédictive négative, donc par opposition, c'est la proportion de tests négatifs correctement classifiés parmi l'ensemble des patients qui ont un test négatif. Elle nous informe uniquement sur les vrais négatifs et sur les faux négatifs. Et de la même façon, un test qui va classifier seulement un cas comme normal et négatif, le plus normal d'une base de données d'une population, eh bien, il va manquer le reste des cas normaux. Et ce test aura une valeur prédictive négative de 100%, mais un très fort taux de faux positifs et donc une très faible utilité clinique. Donc c'est un test qui est peu performant. Il est important également de noter que la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative d'un test donné vont varier en fonction de la prévalence de la maladie dans la population où le test est administré. Donc il va varier par rapport à un élément qui est externe finalement au test ou au logiciel. Quand la maladie est plus fréquente, entre guillemets, quand elle est plus prévalente, eh bien la valeur prédictive positive va augmenter. Le test aura plus de facilité à justement capturer correctement les gens malades. Et la valeur prédictive négative va diminuer. Et cela marche également dans l'autre sens. Concernant la accuracy, donc la accuracy, c'est une mesure agrégée qui est simple et qui est très utilisée pour évaluer les performances des outils d'intelligence artificielle en radiologie et des tests diagnostiques en général. Eh bien, c'est la proportion des prédictions correctes. La accuracy, c'est le rapport entre les vrais positifs et les vrais négatifs, donc les résultats de tests qui sont justes sur l'ensemble des résultats de tests, donc vrai positif, vrai négatif, faux positif, faux négatif. Il ne faut pas être trompé par la accuracy, car une haute accuracy ne veut pas dire une bonne performance et un test utile. Nous allons voir un exemple concret sur les prochaines slides. La accuracy ne nous informe pas
sur les fausses prédictions. Elle se focalise uniquement sur les vraies prédictions. De plus, la accuracy n'est pas robuste dans les bases de données, les populations qui sont déséquilibrées, imbalanced, dans les bases de données où il y a beaucoup plus de gens sains que de gens pathologiques ou beaucoup plus de gens malades que de gens sains. Enfin, la accuracy peut et souvent va surestimer la performance d'un test malgré le fait qu'elle soit très utilisée. Donc il faut faire très attention à l'interprétation de la accuracy. Pour illustrer cela, mettons-nous dans le contexte d'une maladie très rare. Donc une maladie très rare, on a une personne sur 100 000, sur 1 million, qui est atteinte d'une maladie. Imaginons que l'on applique un test pour détecter cette maladie et que ce test classifie toute la population comme normale. Le test sera négatif pour tous les patients. Eh bien, ce test aura une très forte accuracy. Donc, si on s'arrête sur l'accuracy, on se dit ce test est très performant, nous allons l'utiliser. Mais en fait, il a une très faible performance parce qu'il va justement rater la personne malade que l'on veut détecter. Donc, il aura une très faible utilité clinique. Donc, la accuracy ne nous informe pas sur les fausses prédictions et cela est très important à garder en tête. La deuxième mesure, la plus utilisée pour évaluer les performances d'un outil diagnostique, et notamment d'un outil diagnostique basé sur l'intelligence artificielle en radiologie, est le F1 score. Le F1 score, c'est la moyenne harmonique de la précision, donc la valeur prédictive positive, et du recall, la sensibilité. Donc c'est une combinaison de la précision et du recall qui va permettre une meilleure évaluation de la performance qu'un couple sensibilité-spécificité. La formule originale que vous voyez sur la slide, c'est la formule F-bêta, où bêta est une valeur qui va permettre d'équilibrer entre la précision ou le recall, donner l'importance plus à l'un ou à l'autre. Plus le bêta est petit et plus on donne de l'importance à la précision. Le F1 score avec une valeur de bêta de 1 donne autant d'importance à la précision qu'au recall. Donc le F1 score, c'est le double du rapport entre précision fois recall et précision plus recall qui correspond au ratio entre 2 fois les vrais positifs sur 2 fois les vrais positifs plus les faux positifs et les faux négatifs. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est que le F1 score ne prend pas en compte les vrais négatifs. Or, les vrais négatifs, donc lorsque le test est négatif chez des patients sains, sont très importants dans des maladies à forte prévalence. De plus, le F1 score est influencé par la classe imbalance. Cela veut dire que lorsqu'un test verra sa performance modifiée lorsque l'on l'applique sur une population avec beaucoup plus de patients sains ou malades que l'autre classe, eh bien le F1 score va être modifié, donc il va refléter cette perte de performance. Voilà pour le F1 score. Un autre index qui est communément utilisé, qui est assez simple également à calculer, c'est le Uden index. Donc le Uden index, c'est la somme de la sensibilité et de la spécificité -1 pour un seuil donné du logiciel. Le Uden index est également souvent utilisé pour choisir le seuil optimal d'un logiciel d'intelligence artificielle. Mais le Uden index a beaucoup de limitations quand il est utilisé notamment pour évaluer les performances d'un test diagnostique, car comme la sensibilité et la spécificité, il est influencé par le choix de ce seuil, le cutoff, il donne autant d'importance à la sensibilité qu'à la spécificité. Or, on l'a vu que selon la situation clinique et le but du test, eh bien, on va favoriser soit la sensibilité ou la spécificité. Il part de l'hypothèse que la maladie est présente dans environ 50% de la population, donc sa prévalence est de 50%, et le coût d'une mauvaise décision n'est pas pris en compte. Un dernier index que nous allons couvrir aujourd'hui, un coefficient, c'est le coefficient de corrélation de Matthew, le MCC. Le MCC est moins fréquemment utilisé lorsque l'on évalue la performance d'un test diagnostique, malgré le fait que le MCC couvre l'ensemble de la matrice de confusion.
Dans l'équation que vous voyez à l'écran, nous avons les 4 valeurs basiques de la matrice de confusion qui sont les vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs, faux négatifs. Ça, c'est un élément très important que le MCC offre. Il permet de faire refléter ces 4 valeurs. Le MCC, contrairement aux autres mesures, varie entre -1 et +1. Un MCC de -1 veut dire que le test va classifier de façon erronée tous les patients, et un MCC de +1 veut dire qu'un test est parfait, il va classifier de façon correcte tous les patients, et un MCC de 0 veut dire que la classification n'est pas meilleure que le hasard, donc inutile. Le coefficient de corrélation de Matthew a des propriétés mathématiques qui prennent en compte également les classes imbalance, contrairement aux mesures que nous avons vues précédemment. Cela veut dire qu'un bon MCC score reflète de bonnes prédictions du test dans les 2 classes, indépendamment de leur proportion dans la base de données ou dans la population. Passons maintenant à un exemple concret qui va illustrer les limitations de certaines mesures et les forces des autres. Prenons pour exemple une base de données ou une population qui contient beaucoup plus de gens malades, donc beaucoup plus de cas positifs que de cas négatifs. C'est ce que montre le camembert en bas à droite. Les cas positifs représentent 91 et les cas négatifs sont au nombre de 9. Donc les cas positifs sont illustrés en orange sur le diagramme. Donc c'est ce que l'on appelle un dataset qui n'est pas équilibré, un imbalance dataset, mais qui est en faveur des positifs. Il y a beaucoup plus de gens malades que de gens sains. Quand on applique un test dont le but est de classer les gens malades et les gens sains sur cette population, sur cette base de données qui n'est pas équilibrée, eh bien, on obtient les résultats sur le camembert B, donc qui est en haut à droite de la slide. Et sur les 91 patients malades, le test classifie correctement 90 patients. Donc la majeure partie, la grande majorité des patients malades sont correctement, ils reçoivent un test positif. Malheureusement, ce test n'arrive pas à détecter les gens sains. C'est-à-dire qu'il y a 0 vrai négatif. Tous les patients sains, les 9 patients sains, sont classés comme positifs, donc ils ont un test positif malgré le fait qu'ils soient sains, et c'est ce qui donne une valeur de faux positif à 9. Donc ce test, en réalité, n'est pas utile, il n'est pas performant, puisqu'il n'arrive pas à détecter les gens sains, à les exclure, et met à risque la vie de ces gens, parce qu'on va leur appliquer un traitement qui n'est pas nécessaire, et ce traitement peut être très délétère. Eh bien, dans cette situation où le test n'est pas performant du tout, n'est pas désirable, n'apporte aucune valeur supplémentaire à notre pratique, si l'on calcule la accuracy et le F1 score, on trouve, comme vous le voyez à gauche de l'écran, des valeurs très très hautes, une accuracy de 0.9 et un F1 score de 0.95, donc qui indique une forte performance malgré le fait que le test n'est pas du tout performant. Si l'on se base uniquement sur la accuracy et la F1 score, on va conclure à tort que c'est un test performant et qu'on va peut-être décider de l'utiliser dans notre pratique clinique. Quand on calcule le MCC, on trouve une valeur proche du 0, ce qui veut dire que le test n'est pas meilleur que le hasard, donc un test qui est peu performant. Donc voilà un cas de figure simple, illustratif, qui montre que la accuracy et la F1 score ont de fortes limitations, notamment dans ce cas de figure de imbalance dataset avec beaucoup plus de cas positifs, alors que le MCC reflète de façon plus juste la performance du test dans cette base de données. Donc nous avons parlé de class imbalance. Que veut dire la class imbalance? Eh bien ça, c'est un déséquilibre de répartition des 2 types de patients, sains et malades. Sur l'image que vous voyez à l'écran, vous avez un équilibre entre le nombre de patients sains, les points bleus, et les nombres de patients malades. Ils sont égaux, 50%, 50%. Dans un contexte de class imbalance, on aura beaucoup plus de patients sains et peu de patients malades. Alors la class imbalance
est un phénomène qui est naturel et qui est très fréquent dans le domaine médical et des sciences de la vie. Il y a beaucoup plus de gens sains que de gens malades, heureusement, et dans certaines maladies très contagieuses, il y aura peut-être beaucoup plus de gens malades que de gens sains. Et donc, lorsque l'on applique un même test à des populations ou à des bases de données dont l'équilibre est différent, eh bien, la performance du test va changer. Et la mesure des performances va, pour certaines fois, ne pas changer malgré que le test n'est pas performant en cas de class imbalance. Donc il faut garder en tête, notamment que la accuracy et que la courbe ROC ne capturent pas de façon efficace la performance d'un test lorsqu'il est appliqué à une base de données ou à une population qui n'est pas équilibrée, qui est imbalanced. En revanche, le MCC capture beaucoup mieux ces chutes de performance. De même, le F1 score et la valeur prédictive positive capturent de façon plus importante les chutes de performance lorsque le test est appliqué à une database avec une class imbalance. En remplacement de la ROC curve, en termes de représentation graphique de performance, eh bien, la courbe de précision recall, donc c'est une courbe qui utilise la valeur prédictive positive et la sensibilité, est une meilleure illustration graphique dans ces bases de données imbalanced. Voici un exemple où un même test diagnostique va être appliqué à une base de données équilibrée, donc la partie que vous voyez à la partie droite de l'écran, où la moitié de la population, où la moitié de la base de données est malade et l'autre moitié est saine. Les cas malades sont représentés par des barres bleues, les sains par la barre grise. Et ce même test va être appliqué à une population avec donc une très faible proportion de gens malades, comme on le voit à gauche. Eh bien, ce test aura une plus mauvaise performance lorsqu'il est appliqué à une population où la maladie est plus rare. Mais la courbe ROC est identique dans les deux cas de figure. Donc la courbe ROC ne nous informe pas de cette chute de performance. En revanche, la courbe précision recall, qui est donc adossée à la courbe ROC, comme vous le voyez, elle est différente. Elle est différente, on voit qu'à droite, elle est positionnée plus en haut à droite, alors qu'à gauche, elle chute vers le bas, elle se rapproche d'une ligne horizontale qui est celle qui est l'équivalent de la diagonale du ROC. Et donc la courbe PR est une meilleure illustration graphique lorsque l'on veut apprécier les performances d'un test sur des datasets imbalanced. L'évaluation des algorithmes, des logiciels ou des modèles d'intelligence artificielle devrait être faite sur des données que le modèle ou l'algorithme n'a jamais vues. Maintenant, nous nous éloignons un petit peu des mesures et des formules pour revenir à des éléments beaucoup plus concrets. Lorsque l'on valide un modèle d'intelligence artificielle en radiologie ou dans un autre domaine des sciences de la vie, ou même d'un autre domaine en dehors des sciences de la vie, eh bien, cette validation peut être faite sur une base de données qui a été utilisée lors du développement de ce logiciel, c'est ce qu'on appelle la validation interne, ou sur des données que le logiciel n'a jamais vues, c'est ce que l'on appelle la validation externe. Alors c'est intuitif, lorsque l'on va valider un test sur des données qu'il a déjà vues, eh bien, il sera beaucoup plus performant. C'est comme si l'on passe un examen sur les mêmes livres et exercices que l'on a utilisés pour la préparation avant l'examen. Donc la validation interne va surestimer la performance d'un modèle. Pourquoi? Eh bien, il y a le phénomène de l'overfitting, donc notamment dans les modèles et les algorithmes d'intelligence artificielle, qui sont des modèles avec un très grand nombre de paramètres et qui utilisent beaucoup de dimensions de données. Eh bien, le modèle ou le logiciel va se suradapter à la base de données sur laquelle il a été entraîné, et donc il va donner d'excellents résultats pour cette base de données, mais de très mauvais résultats si l'on applique sur une base de données qui est complètement différente, même si c'est le même sujet. C'est ce qu'on appelle une faible généralisation d'algorithmes, et c'est l'un des problèmes majeurs aujourd'hui de l'intelligence artificielle en imagerie médicale et au-delà.
Donc la validation externe est souhaitée et est supérieure pour l'évaluation des performances d'un modèle, notamment en conditions de vie réelle, et c'est ce qui nous importe en tant que professionnels de la santé. Et cette validation externe peut être temporelle, lorsque l'on va recruter de nouveaux patients et tester l'algorithme sur de nouveaux patients, ou géographique, lorsque l'on va tester le modèle sur des données provenant d'autres hôpitaux, d'autres sites, avec différents paramètres techniques, différentes populations, etc. L'évaluation idéale d'un logiciel de diagnostic basé sur l'intelligence artificielle devrait être faite sur des données collectées dans une étude multicentrique prospective avec des critères d'éligibilité, donc d'inclusion et d'exclusion, qui vont correspondre aux caractéristiques de la population cible à laquelle nous allons appliquer le test dans la vie réelle, dans notre pratique clinique. Une autre possibilité est de valider ce logiciel d'intelligence artificielle localement dans votre institut afin de voir si les performances affichées sur une publication ou par un vendeur se retrouvent lors de son implémentation en milieu clinique réel. Il est très important de ne pas prendre comme référence absolue les mesures de performance qui vous sont présentées par un papier de recherche ou par un vendeur. Il faut les challenger et il faut notamment toujours se poser la question, est-ce que les conditions et le contexte clinique de vie réelle, est-ce que les caractéristiques de la population cible ont été prises en compte lors de l'évaluation de ce test, c'est-à-dire dans les bases de données et dans les études cliniques. Les bases de données qui servent à entraîner les algorithmes, à les développer, et également les bases de données qui permettent d'évaluer ces algorithmes, devraient également illustrer l'ensemble du spectre de manifestation d'une même maladie. En effet, la même maladie peut avoir différents degrés de manifestation, c'est ce qu'on appelle le spectre, qui dépend de la sévérité de la maladie, des caractéristiques démographiques des patients, des maladies associées, etc. Et ici agit un biais, le biais de spectre, le spectrum Bayes en anglais, où le spectre des manifestations de la base de données d'entraînement qui a permis de développer ce logiciel est différente des caractéristiques de la population chez qui nous allons appliquer ce test. Donc ce biais de spectre va également aboutir à une baisse des performances d'un test diagnostique lorsque l'on va l'utiliser en pratique clinique. Il va influencer les mesures de performance également. Et les bases de données qui incluent les extrêmes d'un spectre, c'est-à-dire une base de données qui inclut uniquement les patients qui ont les manifestations maximales d'une maladie et des sujets sains, eh bien, si l'on entraîne un algorithme ou si on l'évalue sur ce type de base de données, on aura une surestimation de la performance diagnostique. Le test diagnostique aura plus de facilité à discerner entre normal et malade, alors que dans la population où les manifestations sont graduelles d'une même maladie, il aura beaucoup plus de mal à classifier les normales et les sains. Il est donc important de questionner, de revoir les caractéristiques de ce spectre de manifestation des maladies et de voir s'ils se reflètent dans les bases de données d'entraînement et de validation. Finalement, des performances d'un algorithme de classification haute ne veulent pas dire que les performances sont réellement meilleures quand elles sont appliquées en pratique clinique, mais en plus, cela ne veut pas dire que ça améliore l'état de santé du patient, donc les outcomes du patient. Aujourd'hui, la majeure partie des logiciels d'intelligence artificielle en radiologie sont comparés à un résultat que l'on retrouve dans le rapport radiologique, comparé à un radiologue humain. Donc ce sont souvent des outcomes qui sont basés sur l'image. Or, si l'on veut réellement avoir une valeur ajoutée dans le système de santé, un impact plus important, eh bien il est important que les outcomes sur lesquels on veut influer, les conséquences, soient mises en évidence à l'échelle et au niveau du patient et au niveau clinique. Par exemple, prenons l'exemple d'un logiciel qui va permettre de détecter un AVC ischémique sur un scanner. Eh bien, on peut évaluer
la performance du test par rapport au rapport radiologique, le rapport donc de diagnostic du radiologue, ou on peut évaluer l'impact de l'utilisation de ce test sur un score clinique qui est par exemple le Modified Rankin Scale, qui permet de mesurer l'autonomie et l'handicap du patient. Donc ce sont deux types d'outcomes et il est toujours préférable qu'un logiciel, que tout outil médical, tout medical device ait un impact qui soit tangible, mesurable sur l'état de santé du patient. La meilleure façon d'évaluer un outil diagnostique basé sur l'intelligence artificielle, et c'est la meilleure façon d'évaluer tout outil au niveau médical, c'est de réaliser une étude randomisée contrôlée, avec un groupe qui utilise le test diagnostique basé sur l'AI et un groupe contrôle qui ne l'utilise pas, et d'évaluer ce que l'on appelle des hard clinical outcomes, donc des outcomes cliniques liés au patient, comme par exemple l'autonomie ou l'handicap chez un patient qui a un stroke, ou d'autres éléments cliniques, plutôt que uniquement évaluer le diagnostic radiologique ou de comparer uniquement au radiologue. Les études randomisées contrôlées sont coûteuses, longues, difficiles à organiser. Il est donc un peu illusoire de dire que tous les logiciels d'intelligence artificielle seront évalués par ce type d'études. Elles sont très longues et par opposition, on a un développement des outils d'intelligence artificielle qui est tellement rapide qu'il est possible que quand l'étude sera terminée, l'outil que l'on a testé est déjà obsolète. Donc il faut peut-être utiliser d'autres formes d'études cliniques qui sont plus pratiques, plus rapides. On peut imaginer une randomisation de période de temps où pendant une période, on va utiliser le logiciel d'intelligence artificielle et la période suivante, on ne va pas l'utiliser, plutôt qu'une étude randomisée classique. Et on peut également évaluer les décisions médicales prises suite à l'utilisation de ce test versus sans l'utilisation de ce test, plutôt que les outcomes des patients. Un élément important à souligner est que lors de la validation d'un test basé sur l'intelligence artificielle, un intérêt important doit être posé sur les fausses prédictions. Les fausses prédictions du test doivent être analysées de façon précise et granulaire par des experts, donc des radiologues, pour mettre en évidence les faiblesses, identifier les faiblesses d'un logiciel d'intelligence artificielle et, en cas de collaboration entre les cliniciens et les développeurs, permettre d'améliorer les performances, donc de faire une boucle d'amélioration, de retourner au développement de l'algorithme. Un exemple intéressant a été décrit par un collègue sur l'article qui est cité sur cette slide. Donc, c'est un logiciel basé sur le deep learning qui permet la détection automatique des pneumothorax sur les radiographies du thorax. Suite à l'évaluation des performances de ce logiciel, cette équipe s'est penchée sur les faux positifs, donc tous les cas qui n'avaient pas de pneumothorax mais qui ont été classés de façon fausse par l'algorithme comme pneumothorax. Et en analysant ces radios par un radiologue expert, eh bien, ils ont identifié que des structures normales, qui sont les bandes de Mach, et que des dispositifs médicaux insérés dans le patient, qui sont des cathéters et des tubes, eh bien, induisaient en erreur le logiciel et faisaient que le logiciel va classer ces patients comme ayant un pneumothorax alors qu'ils ne l'ont pas. À la lumière de ces informations, le logiciel et le modèle d'intelligence artificielle a été réentraîné avec des cas où l'on indique au logiciel que ces cas sont normaux, et puis sa performance s'est améliorée. Donc ici, c'est un exemple concret que l'évaluation, quand elle est faite en collaboration avec le constructeur, peut aboutir à une amélioration des performances. Quels sont les messages à garder en tête après cette longue présentation avec beaucoup d'éléments qui peuvent paraître complexes? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas une mesure unique qui permet d'illustrer de façon complète la performance d'un test. C'est le message principal. Un score élevé sur une mesure, par exemple la accuracy, doit être approché avec beaucoup de précautions et questionné. L'utilisation d'un petit nombre de mesures ou de mesures inappropriées, par exemple dans des datasets imbalanced, expose à la surestimation de la performance. Donc il ne faut pas hésiter à demander que d'autres mesures soient faites aux équipes de recherche ou aux développeurs. La validation
d'un logiciel d'intelligence artificielle devrait être faite idéalement sur des bases de données indépendantes qui n'ont jamais été vues par le logiciel. Donc des validations externes et idéalement venant de localisations différentes, d'hôpitaux différents. Enfin, l'analyse granulaire par des experts des fausses prédictions devrait être faite conjointement par les ingénieurs et les radiologues ou les médecins et peut être utilisée pour améliorer la performance des tests dans un contexte de collaboration entre les développeurs et les cliniciens. Voilà une liste de références bibliographiques qui permettent d'approfondir le sujet et de clarifier certains points qui ont été relevés dans cette présentation. Nous arrivons à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à poser des questions. Merci à vous. Voilà, merci Amine pour cette présentation sur un sujet qui est complexe, en tout cas plus que ce que peuvent le laisser entendre les communications des vendeurs de logiciels d'intelligence artificielle. Et puis on voit que tout ne se résume pas à un simple chiffre de courbe ROC ou d'AUC, par exemple, mais qu'il faut bien évaluer quelle va être la population finalement sur laquelle on va utiliser ces algorithmes dans notre pratique personnel. Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat. Je peux peut-être en poser une à Amine. Comment la communauté médicale et radiologique, finalement, peut-elle contribuer au développement d'outils d'intelligence artificielle pour viser finalement une utilité clinique pour nos patients et puis pour que l'on ait une performance diagnostique qui soit adéquate, en tout cas qui ne soit pas moindre que celle que nous avons actuellement sans ces outils? Merci Benoît pour cette présentation et également pour la question. Comment la communauté médicale peut contribuer à l'évaluation et au développement? Je pense que les deux sont liés. D'abord, en facilitant l'accès aux données. Pour pouvoir évaluer un logiciel d'intelligence artificielle en radiologie, on a besoin d'avoir des données médicales qui soient diverses, qui proviennent de plusieurs sites, qu'elles soient également collectées à plusieurs points time point, afin qu'il y ait une diversité également dans le temps. Et pour que cela soit possible, il faut que les hôpitaux, que les centres de radiologie mettent à disposition ces bases de données aux développeurs sous forme de partenariat, de collaboration, de co-développement. Ces bases de données doivent idéalement refléter l'ensemble des manifestations de la maladie. Donc, la disponibilité, l'ouverture des murs de l'hôpital est quand même importante. Alors, il faut respecter toutes les limitations de la confidentialité des données. Pour cela, il y a de nouvelles technologies qui sont en train d'être développées, comme le Federated Learning, qui permet justement de ne pas sortir les données de l'hôpital. Donc, le premier point est vraiment de réfléchir à comment ou s'ouvrir au monde extérieur et utiliser toutes ces données qui dorment dans nos bases de données. Le deuxième point, c'est une collaboration étroite entre les cliniciens, donc les professionnels du domaine du healthcare, et les développeurs. Notamment, on a abordé un exemple dans cette présentation, l'analyse des fausses prédictions. Donc, sans une collaboration étroite entre un médecin radiologue et un développeur, eh bien, il sera quasiment impossible de faire évoluer cet algorithme pour qu'il soit plus performant. Et enfin, l'un des points les plus importants, avant de décider d'acheter ou de souscrire à un algorithme, eh bien, l'idéal, ce serait de tester dans notre environnement. Donc, en tant que futur utilisateur, ça nous apportera une sécurité, que l'algorithme performe de la même façon qu'il a été décrit dans notre environnement. Et pour les développeurs et pour la communauté, ça permettra de valider la généralisation de ce modèle. Donc, pour pouvoir contribuer, il va falloir s'ouvrir tout en préservant la protection des données des patients, mais on ne va pas pouvoir avancer sans une collaboration étroite. Merci. Peut-être une question pratique. On voit qu'il y a plusieurs compagnies
qui ont des logiciels qui finalement sont à peu près similaires. On pense par exemple à 3 compagnies françaises qui font un logiciel sur la détection des fractures pour les urgences. Comment finalement le radiologue dans son centre, dans son hôpital, peut-il choisir? Est-ce qu'il faut tester les 3, faire une étude en même temps? Ou est-ce que finalement c'est le service après-vente ou la relation de confiance que l'on a avec le vendeur qui va faire la différence? Alors, dans un monde idéal, on va choisir la solution qui a la meilleure performance dans notre milieu. Donc, ça va passer par une évaluation locale. Maintenant, ça, c'est un monde idéal. On ne peut pas faire une évaluation locale pour tous les logiciels. Donc, la solution alternative, c'est d'avoir à disposition des études comparatives de ces algorithmes faites sur des bases de données indépendantes par des centres indépendants, des constructeurs, afin de pouvoir évaluer leur performance. Comme on évalue aujourd'hui 2 médicaments head-to-head, donc l'un contre l'autre, afin de pouvoir évaluer quel est le meilleur logiciel qui apporte les meilleures performances. La prochaine étape, ce sera effectivement d'évaluer le coût également et le coût du bénéfice ajouté. Donc, une comparaison sur des bases de données indépendantes, faites par des centres indépendants, est une solution qui me semble tout à fait adaptée. Bien. On a vu que le problème du class imbalance était important dans les performances de ces algorithmes. Est-ce que finalement les maladies rares ou la recherche n'a pas beaucoup de fonds? Est-ce que finalement l'intelligence artificielle va se détourner aussi de ces maladies rares avec des cas très, très peu fréquents? Comment on pourrait, est-ce qu'il faut augmenter les données de ces maladies rares pour avoir des algorithmes sur ces choses-là? Alors, c'est en effet un problème donc de stratégie et de roadmap de produits au niveau des compagnies qui développent ces logiciels. C'est un problème également de taille de marché. Maintenant, je ne pense pas que le fait qu'une maladie soit rare va diminuer l'offre de logiciels pour la simple et bonne raison de voir qu'il y a des frameworks qui vont favoriser le développement de produits pour les maladies rares. Et pour la seconde raison, c'est qu'il y a quand même une utilité clinique. Et cette utilité clinique, elle sera partagée par tous les grands centres de toutes les régions qui, de toutes les manières, vont recevoir ces patients. Une des façons d'augmenter la taille des bases de données et donc de permettre de développer des logiciels, mais également de les évaluer, c'est la collaboration multicentrique. Et c'est également les associations des patients qui vont pousser vers cela. Ça, c'est la solution la plus, on va dire, naturelle, en utilisant de vraies données de patients. Maintenant, il y a également d'autres méthodes pour augmenter le volume de données, mais ce sont des méthodes qui ne sont pas encore complètement validées. Et c'est en fait la création de nouvelles images de ces maladies rares, donc une création pure d'images pour justement augmenter le volume de données disponibles. Mais là, on est plus dans des méthodes encore en évaluation, on est plus dans le futur. Merci. Peut-être un dernier commentaire de ma part. Donc, on a vu comment évaluer un peu les performances de ces outils. Par contre, c'est important de mentionner qu'il faut aussi bien les monitorer au cours du temps parce qu'il peut y avoir une péjoration avec le temps de ces performances, ce qu'on appelle le dataset shift. Si par exemple une nouvelle maladie apparaît, comme le Covid, qui va donner d'autres images sur le scanner thoracique qui n'étaient pas connues lorsqu'on a entraîné l'algorithme. Donc vraiment de monitorer ces données, ça reste une problématique importante pour pouvoir s'assurer que ce qu'on nous a vendu au départ reste quand même de qualité. Et probablement qu'il faudra réentraîner de temps en temps ces algorithmes pour maintenir la performance, car les performances des machines, par exemple, vont augmenter, d'autres maladies vont apparaître, des choses comme ça. Donc, la distribution sur laquelle on a entraîné l'algorithme va pouvoir différer peut-être de celle sur laquelle on va la tester. Tout à fait. Ce qu'on pourrait appeler une surveillance post-marketing, que l'on trouve aussi également dans l'industrie pharmaceutique, mais qui doit être développée et adaptée pour les algorithmes. Ok, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je félicite Amine pour la qualité et puis le caractère extensif des informations de cette présentation, qui a remis au goût du jour les cours de statistiques qu'on avait en première année de médecine, en tout cas en France. Et puis, vous recevrez donc l'évaluation de cette formation par email, qui vous permettra d'avoir le point de formation. Et notre prochaine séance aura lieu le 26 mai. Michel Husneau de General Electric viendra nous parler du rôle de l'IA dans le cycle de vie d'un examen radiologique, application pour la création de l'image chez les constructeurs.
Je vous remercie de votre attention. Merci Amine pour la qualité de son travail. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi à toutes et à tous. Merci. Merci à vous. Bonne journée.